Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle web rencontre de l'ADCF qui est consacrée aujourd'hui au plan de relance et à sa mise en œuvre pardon, au niveau local. Donc avant de commencer, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons procéder à quelques rappels techniques que vous devez certainement connaître, mais un petit rappel ne fera pas de mal. Donc, pour interagir lors de ce web rencontre, vous avez différentes solutions. Donc, vous pouvez soit utiliser l'onglet Converser, qui est un chat où vous pouvez parler librement. Néanmoins, on vous encourage fortement, si vous avez des questions lors des moments de prise de questions orales, à utiliser l'onglet Lever la main pour pouvoir vous manifester et prendre la parole à l'oral. Nous allons favoriser les échanges oraux parce que c'est un petit peu plus convivial que des simples questions écrites. Et l'onglet de chat n'est pas forcément le plus facile à modérer. Et sinon, vous avez un autre onglet qui est l'onglet questions-réponses, qui vous permet, qui est plus adapté pour les questions écrites que le chat, et qui vous permet de voter pour les questions qui seraient les plus pertinentes pour vous et pour les mettre plus en évidence. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Troglic, vice-président de la DCF, pour un petit point d'introduction. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à ce nouveau web rencontre proposé par la DCF. La DCF, depuis très longtemps, s'investit beaucoup dans les réflexions liées aux engagements territoriaux sur le développement économique, sur l'aspect économique de nos territoires. C'est tout naturellement que dès le début du confinement, beaucoup d'échanges se sont faits jour pour voir comment chaque territoire prenait en compte cette crise pandémique, mais également économique, et comment chacun essayait d'apporter des réponses ou pour l'amortir ou pour passer, bien entendu, ensuite à une démarche de relance. C'est donc tout naturellement que des échanges ont commencé à avoir lieu, permettant finalement de, de faire part de ces différentes expériences et de pouvoir débattre, discuter sur ces exemples. La, Notre association s'est aussi beaucoup engagée auprès du gouvernement, mais également des régions de France, pour finalement voir comment nous pourrions collectivement porter les grands enjeux qui sont face à nous, face à l'économie de nos territoires. De ce fait, nous avons une expertise forte qui nous a permis de faire un certain nombre de propositions dont nous voyons certaines reprises dans les propositions qui sont aujourd'hui portées. En tout cas, il avait été très rapidement fait état d'une nécessité de s'impliquer après la première période de confinement sur des logiques de relance de l'activité, de relance de notre économie pour pouvoir lui permettre de retrouver très vite une situation qu'elle connaissait et essayer d'en amortir en tout cas les chocs liés à cette première période de confinement. C'est donc tout naturellement que nous pensons et que nous partageons le fait que au-delà des grands plans régionaux auxquels nous nous sommes bon nombre associés, au-delà des grands plans nationaux, nous pensons qu'une territorialisation de cette relance, avec une adaptation propre à chacun de nos territoires dont nous connaissons finement les contours, est la plus appropriée. Et de ce fait, c'est de ça que nous souhaitons aujourd'hui échanger, débattre, faire part de nos diverses expériences pour voir comment chacun, dans nos territoires, nous engageons cette démarche au travers des plans nationaux, mais avec ce focus qui est propre à finalement notre connaissance au niveau de nos intercommunalités, notre connaissance fine du tissu économique et des partenaires économiques. Et donc, de ce fait, les intercommunalités ont montré tout leur savoir-faire, mais aussi leur capacité à être des appuis forts de ces plans de relance, et que c'est bien avec cet esprit territorial permettant de mieux acter diverses spécificités et de s'adapter à ces spécificités pour appuyer finalement les plans de relance locaux
qui se sont fait jour. Donc voilà très rapidement ce que je souhaitais aborder. C'est un sujet que l'exécutif de l'association, au travers de son bureau exécutif, mais également son conseil d'administration et la semaine prochaine de son conseil d'orientation, prennent en compte pour pouvoir contribuer très largement, comme nous savons le faire depuis de nombreuses années, à l'essor économique et à ces plans de relance fort nécessaires dans cette sortie de crise, qui pour l'instant reste encore bien présente et qui va de toute façon, plus particulièrement lors du premier semestre 2021, demander tout notre investissement et toute notre énergie. Merci encore de votre présence et je vous souhaite une bonne matinée de débat. Et je sais que ces webinaires sont toujours forts d'expérience, d'échanges et fructueux pour nos territoires et notre démarche commune. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Troglик. Du coup, je vais donner tout de suite la parole à Floriane Boulet, la déléguée adjointe, générale adjointe de l'ADCF, pour peut-être présenter le déroulement de la matinée, nos différents intervenants. Merci, Johanna. Effectivement, nous allons avoir une matinée assez riche, avec d'abord un panorama des actions des intercommunalités en faveur de la relance. Nous avons lancé une enquête avec le courrier des maires à ce sujet. Nous vous mettrons tout à l'heure le lien dans le chat si vous souhaitez y répondre. On vous donnera les premières tendances des résultats. Il nous semblait important aujourd'hui d'avoir quelque chose qui permette de synthétiser toutes les actions intercommunales parce qu'elles sont vraiment nombreuses, aussi bien pour le soutien à l'activité dans les territoires qu'en matière de relance. Et puis, nous aurons 2 retours d'expérience qui nous seront présentés, celui de Dunkerque avec Patrice Vergrit, son président, et Roland Gilles, vice-président de l'agglomération de l'Albigeois, avec des approches qui sont tout à fait complémentaires. Bien évidemment, nous serons attentifs à tous les retours que vous pourrez nous faire de la salle. N'hésitez surtout pas à prendre la parole pour poser des questions à nos intervenants et puis peut-être pour nous faire part de vos actions à vous ou de vos interrogations sur les possibilités des territoires à favoriser la relance. Et puis, dans un troisième temps, avec Romain Briot, qui est responsable de l'action régionale à la DCF, nous présenterons la méthodologie qu'il y a autour de France Relance. Comment est-ce que les intercommunalités peuvent s'en saisir aujourd'hui? On sait qu'il y a un fort enjeu en matière d'ingénierie, mais aussi en termes de mobilisation des élus locaux au travers de différents comités régionaux et départementaux notamment. Voilà. Alors, sans plus attendre, nous pouvons peut-être, Aurélien, commencer à présenter le panorama que nous avons aujourd'hui des actions des intercommunalités en matière de relance au travers de l'enquête que nous menons. Tout à fait, merci Floriane. Bonjour à tous. D'abord, ravi de mener ce baromètre avec la DCF. Cette relance économique, c'est un sujet dont le courrier des maires s'est saisi assez tôt, puisqu'on a très vite ressenti cette envie des élus locaux, présidents d'interco notamment, de ne pas être laissés sur le bord de la route de la relance et d'y participer pleinement, soit pour accompagner l'État dans France Relance, soit par leur propre initiative. Et c'est ce qu'on va voir dans cette étude. Première question qu'on a posée au président d'intercommunalité: avez-vous tout simplement été contacté par les services de l'État au titre du plan de relance? Oui, à une forte majorité. Pour les 2/3, des réunions soit ont déjà eu lieu, soit sont prévues. Donc, la connexion a été établie. Toutefois, pour 20% de ces présidents d'intercommunalité, pour un président sur 5, le manque de précision sur ce plan France Relance limite ces échanges. On a une petite minorité, enfin, qui compte bien prendre à tâche, 17%, mais pour lesquels cette connexion avec les services de l'État ne s'est pas encore faite. Vous êtes-vous emparé des mesures de France Relance? C'est une autre question qu'on a posée aux intercommunalités, principalement communautés de communes et communautés d'agglomération, mais également communautés urbaines et métropoles, bien sûr. Vous êtes-vous emparé des mesures? Là aussi, une forte majorité répond oui à 70%. Alors, soit de façon détaillée pour une majorité, soit dans les grandes lignes. On a aussi plus d'un quart
des répondants qui ont fait état tout simplement du fait qu'ils ont répondu, qu'ils ont fait état de leur projet en indiquant aux différents services de l'État quels étaient ces projets. Toutefois, on peut noter, même s'il s'agit d'une minorité, que pour 15% des répondants, ils ne se sont pas emparés du plan France Relance, tout simplement par manque d'ingénierie. Autre question qu'on a posée toujours dans cette idée de sonder les présidents d'intercommunalité pour savoir quel est comment ils se sont emparés de ce plan de relance national. Qu'est-ce qu'ils attendent des sous-préfets à la relance? Vous savez, ces sous-préfets dont on annonce une cinquantaine de nominations, déjà une quarantaine ont été nommés, ces sous-préfets. Principalement, les présidents d'intercommunalité disent qu'il faut nous aider à assurer la coordination des différents acteurs, à comprendre comment coordonner non seulement les acteurs, mais aussi les différents dispositifs d'aide, puisqu'on a vu que ce plan France Relance qui a été présenté en grande pompe en septembre, puis décliné par les différents ministères, était assez touffu. Et donc, les présidents d'intercommunalité réclament de pouvoir mobiliser clairement les différents financements, les enveloppes budgétaires, les financements régionaux, et ils attendent de ces sous-préfets à la relance, qui sont d'ailleurs souvent soit des préfets de département, soit des sous-préfets tout simplement, de la fluidité, de la réactivité dans leurs demandes, et puis un accompagnement pour les guider dans ces mesures. On parlait tout à l'heure d'ingénierie, de ces quelques 17% qui ne s'étaient pas emparés de France Relance par manque d'ingénierie. On a justement voulu demander aux intercommunalités de quel type d'ingénierie ils auraient prioritairement besoin pour relancer l'économie sur leur territoire. Et alors là, clairement, à une forte majorité, à plus de 55%, à plus de 56%, c'est d'ingénierie de projet dont il manque, en sachant que l'ingénierie financière n'est citée que par un petit quart des répondants et que l'ingénierie technique n'est citée que par un président d'intercommunalité sur 5, par 20%. Donc, c'est bien l'ingénierie de projet qui manque le plus à ce jour. Dans la relation des présidents d'intercommunalité et de leur staff, de leurs services, de leurs adjoints avec les services de l'État, on a voulu aussi savoir à quel... Aurélien? Alors, je crois qu'on a perdu Monsieur Elias du Courrier des Maires. Peut-être que Floriane, tu veux prendre... 35% d'entre eux. Et par conséquent, 45% n'ont pas encore pu participer à cette réunion du comité de suivi départemental. De quelle manière les présidents d'interco sont représentés au comité de suivi, cette fois-ci régional? La plupart du temps, enfin en tous les cas pour un territoire sur 3, tous les présidents d'intercommunalité sont associés. Seulement quelques 10% n'associent que les intercos les plus peuplés. Mais surtout, et c'est ce qui ressort de cette question, le comité de suivi régional est encore une instance très méconnue, puisque tout simplement, plus de la moitié des répondants ne savent pas comment sont représentés les présidents d'intercommunalité à ce comité de suivi régional. Et je crois que, Floriane, je vais vous laisser la parole, car vous aviez quelques témoignages sur les questions que nous venions d'évoquer sur cette partie plan de relance national France Relance. Oui, alors peut-être pour commencer par ce que vous venez d'évoquer, Aurélien, les comités départementaux et régionaux, ce qu'il remonte à la DCF en la matière, c'est que si tous les présidents d'intercommunalité doivent être aujourd'hui invités par leur préfet de département à siéger dans ces comités régionaux, on voit bien que les choses sont assez hétérogènes et que pour l'instant, seuls certains départements se sont saisis de l'outil et n'hésitez pas à vous mobiliser auprès de vos préfets de département. Normalement, ils devraient vous solliciter d'ici la fin de l'année pour faire partie de ces groupes de réflexion. À l'échelle régionale, on a effectivement, vous disiez Aurélien, une situation assez hétérogène. En Normandie, par exemple, tous les présidents d'intercommunalité ont d'ores et déjà été invités à débattre, aussi bien avec l'exécutif régional qu'avec le préfet de région. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, eh bien là, ce seront certains représentants d'intercommunalités qui seront envoyés dans ce comité régional, avec une désignation probablement par les associations d'élus. Donc, vous voyez une certaine hétérogénéité en la matière.
En ce qui concerne les sous-préfets à la relance, là aussi, tous les départements n'en bénéficieront pas. Dans certains territoires, comme la région Centre-Val de Loire, eh bien, ce sera un sous-préfet à la relance, mais régionalisé. Alors que dans d'autres, eh bien, en Charente, dans la Creuse, par exemple, ou en Haute-Garonne, le sous-préfet à la relance a déjà été nommé et normalement a déjà dû prendre contact avec les présidents d'intercommunalité. En tout cas, c'est ce qui nous est remonté. Dans d'autres départements, l'annonce est prévue d'ici le mois de janvier. C'est le Calvados, l'Aisne, la Haute-Loire, etc. Et dans les départements qui n'auront pas de sous-préfet à la relance spécifique thématisée autour de cette question-là, eh bien, on a une désignation qui doit être faite parmi les services préfectoraux actuels. Donc, dans l'Oise, on a déjà un contact qui a été établi, dans le Tarn également. Donc, on voit que ça commence à se mettre en place, mais très clairement, il y a un enjeu en la matière parce que on a assez peu d'éléments précis et les élus et les DG d'ailleurs souhaiteraient avoir plus d'éléments dans ce domaine-là. Et il y a une véritable attente en direction de ces sous-préfets à la relance. Le manque de précision vient de deux. Il y a deux raisons qui expliquent ce manque de précision. En tout cas, ce ressenti de la part des élus intercommunaux, d'abord parce qu'il y a eu une forte volonté de la part des préfets de faire remonter un maximum de projets qui étaient dans les cartons jusqu'à présent. Et on ne sait pas si finalement il y aura un financement qui sera accordé. Donc c'est vrai que dans certaines intercos, il y a une véritable mobilisation pour faire remonter des projets en lien avec la DSIL, avec le FNADT, etc. Sans être sûr qu'il y aura des voies de financement dédiées dans France Relance. Donc ça, on devrait avoir des éléments dans les prochains mois. On sait que la DSIL, on est sur une enveloppe budgétaire d'1 milliard d'euros. On a déjà 250 000 euros qui ont été engagés et 450 000 qui vont l'être dans les semaines qui viennent. Donc, ça va très, très vite. C'est vraiment une alerte qu'on veut apporter ce matin. Il faut absolument, si vous avez des projets que vous voulez voir cofinancés, se mobiliser en la matière, mais normalement, les services préfectoraux font le job dans la plupart des territoires. Et puis, le deuxième point, source d'incertitude, c'est que les appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt ne sont pas forcément tous sortis. On en a certains qui commencent à apparaître. Là aussi, il y a une question d'ingénierie qui est absolument majeure. On pense à la rénovation énergétique des bâtiments publics, etc. L'AMI transition collective pour les territoires d'industrie qui sont sortis ces derniers jours. Il y aura normalement des moyens qui seront mis à la disposition des territoires pour bénéficier d'une ingénierie de projet. C'était une demande très forte de la DCF qui était portée par le bureau et le conseil d'administration. Et visiblement, on aura des avancées dans ce domaine-là. Merci Floriane. J'enchaîne avec les plans de relance locaux. Ces plans de relance que les intercommunalités ont été nombreuses à vouloir lancer, soit parallèlement à France Relance, soit dans la foulée. Clairement, plus de la moitié des intercommunalités s'est engagée dans un plan de relance intercommunal au niveau local. On est aux alentours de 52%, soit que ce plan soit déjà engagé, soit qu'il soit en cours de finalisation. Un tiers exactement des intercommunalités sont encore en réflexion à ce sujet. Et on se dirige vers à peine une interco sur 10 qui ne prévoit pas d'engager un plan de relance pour cette première année et cette deuxième année de mandat. Ce plan de relance, il est très majoritairement partagé avec les communes membres. 9 intercos sur 10 l'ont co-construite et co-élaborée avec les communes de leur intercommunalité. Et dans les thématiques, dans les volets qui sont soutenus, on retrouve évidemment de manière assez importante un soutien au commerce. C'est ce qui ressort le plus et quasiment l'unanimité des réponses. Il y a également un soutien aux petites entreprises, aux toutes petites entreprises, aux TPE, qui est peut-être le deuxième volet qui est le plus souvent cité quand on interroge les présidents d'intercommunalité sur les secteurs qu'ils souhaitent qu'ils ont commencé à soutenir via ce plan de relance local.
Cette situation économique difficile va-t-elle vous amener à revoir le volet économique de votre projet de mandat, puisque les exécutifs ont été installés à peine 2 ou 3 mois avant ce plan de relance national, mais aussi avant le lancement sur chaque territoire des plans de relance locaux. Oui, à plus des 2 tiers, le volet économique du projet de mandat va être impacté par la situation économique. Et donc, le plan de relance locale prend cette situation en compte. On a aussi voulu demander quel type de mesures de soutien aux entreprises locales vous avez apporté ou vous vous apprêtez à apporter. Là, clairement, c'est un podium qui se détache. Des mesures fiscales. Pratiquement un président d'intercommunalité sur 2 a choisi cet outil pour soutenir les entreprises locales. Un soutien à la consommation locale, donc indirectement au commerce et au tissu économique local. Ça, c'est cité par également 60% des présidents d'intercommunalité. Et puis quasiment au même niveau, à 57%, la prise en charge des loyers pour les différents établissements, bars, restaurants et autres, mais aussi pour les commerces de proximité. C'est quelque chose une voie qui a été choisie par 57% des répondants. Après, on a plein d'autres items qui sont cités de manière beaucoup plus rare, le soutien à la formation, les chèques cadeaux, l'accompagnement et la digitalisation du commerce. Là, ce sont des réponses pour l'heure très minoritaires, mais qu'il sera intéressant de suivre dans les prochaines vagues du baromètre. Peut-être que Floriane, vous pourrez tout à l'heure nous donner plus d'exemples sur les réponses ouvertes à ces questions, mais il est vrai que pour le coup, dans les autres mesures qui sont prises, on a pas mal d'aides qui sont citées, des aides à l'investissement, des aides à la reprise d'entreprise, des subventions, des aides financières aux petits commerçants. Voilà, c'est sur cette thématique-là que les présidents d'intercommunalité interviennent le plus. Et peut-être avant de finir sur les commerces de proximité, le soutien au commerce de proximité, Floriane, peut-être que vous voulez citer quelques exemples localisés. Non, juste pour peut-être préciser les grandes tendances en la matière, c'est vrai qu'on a une majorité des intercommunalités qui vont adopter un plan de relance locale pour 2 raisons, soit en soutenant l'activité via la commande publique. On a très clairement une volonté des territoires d'accélérer en matière de commande publique. Et puis, pour préparer l'avenir, et on y reviendra au travers des 2 témoignages de tout à l'heure, via la transition écologique en particulier. On a énormément de projets qui portent autour de cette question-là. Et puis, il y a aussi une volonté d'associer toutes les parties prenantes du territoire en général. Par exemple, à Auray-Quiberon, Terre Atlantique, l'Interco porte les projets municipaux auprès des services préfectoraux pour récupérer de la décile. Donc, en petite parenthèse, tout à l'heure, je parlais de 250 000 euros. On est sur des millions, évidemment, de dépenser via la décile. Donc, l'idée, c'est plutôt de porter des PPI de territoire qui associe communes et intercommunalités. Et ça, c'est assez intéressant en début de mandat de voir cette accélération en la matière. Voilà. Et puis peut-être un dernier point sur le fait que ces plans de relance locaux, la plupart du temps, portent surtout sur le soutien à l'activité en ce moment, et qu'il y a une forte attente des intercos pour qu'il y ait un cofinancement de l'État, de l'Union européenne et de la région pour cofinancer les projets les plus structurants qui prépareront cette fois-ci l'avenir. Voilà. Merci. Et donc, dernière question qu'on a posée lors de ce baromètre, il concerne le sujet très, très sensible et très d'actualité, malgré la réouverture des commerces récemment, des mesures de soutien au commerce de proximité. Comment avez-vous, vous, intercommunalité, aidé ces commerces de proximité? Alors, pour une majorité des 54%, c'est via la mise en place de marketplace, donc l'accompagnement de ces commerces à la vente sous un autre modèle. On a aussi l'aspect soutien à la consommation locale, et donc pour soutenir l'activité de ces petits commerces via les bons d'achat.
presque une intercommunalité sur deux fait état de la mise en place de ces politiques, soit à l'échelle de l'ensemble des communes membres, soit d'une autre manière. On l'a cité tout à l'heure, la prise en charge des loyers, un item assez important puisqu'une intercommunalité sur trois a choisi cette voie. Et puis après, on a d'autres mesures qui sont citées ici ou là par les intercommunalités pour expliquer comment elles ont soutenu leurs commerces locaux. Le soutien à la livraison pour un peu plus d'un quart des intercommunalités notamment, l'aide, l'instauration d'un outil de géolocalisation pour les consommateurs. Voilà, ce sont des choses qui sont mises en place. On peut citer, même si aujourd'hui c'est très minoritaire, les bons de Noël. C'est peut-être quelque chose, puisque ce baromètre a clos ses résultats il y a quelques jours, mais quelque chose que sur lesquels les intercos vont monter en puissance dans les quelques jours qui viennent. Et puis aussi, quelque chose qui est intéressant, parce que ça fait peut-être partie aussi du projet économique, du volet économique du projet de mandat, le soutien ou l'installation d'un manager de territoire cité à plus de 21%. Voilà, peut-être dans l'idée que ce soutien au commerce de proximité, c'est à la fois une urgence, mais c'est aussi un sujet qui va être important tout au long du mandat et qu'il faudra gérer de près. Voilà pour ce baromètre. Merci beaucoup, Florian et Aurélien, pour la présentation de ces premiers résultats du baromètre ADCF Courrier des maires sur la territorialisation de la relance. Donc, je propose, comme on est un petit peu en retard sur le timing initial, de prendre une question de la salle. Donc, je vous propose, si vous avez une question, une intervention, d'utiliser le bouton lever la main pour demander une prise de parole. Donc, nous en avons une de monsieur ou madame Pichon, qui a disparu. Donc, c'était peut-être une fausse manipulation. Donc, monsieur ou madame Pichon, je vais vous permettre de parler. Je n'ai pas votre prénom, excusez-moi. Donc, normalement, vous allez pouvoir prendre la parole. Il suffit d'activer votre micro. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, Michel Pichon, en intercommunalité de Couserans-Pyrénées, en Ariège, Occitanie. Vous avez parlé d'un outil intéressant qui s'appelle le manager de territoire. Dans les territoires où ça a été installé, est-ce que ce manager est un élu ou un chargé de mission? Non, c'est un chargé de mission. D'accord, très bien. C'est un chargé de mission et vous pouvez avoir des cofinancements de la Banque des territoires notamment. D'accord, donc c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi je fais la visite des commerçants qui sont en difficulté, donc on a mis en place les bons d'achat, une autre opération avec la région d'Occitanie, le département et les intercoms de Ariège qui s'appelle City Folies, qui existait déjà dans l'Hérault l'année dernière, qui existe en Ariège, dans l'Aude, en Lozère et Haute-Pyrénées, je crois. Et dès qu'on fait la visite en tant qu'élu des commerçants ou des PME, ils cherchent absolument un interlocuteur parce que quand ils appellent la Comcom, ben, ils n'ont pas forcément la personne qu'il faut et ni l'élu. Et donc, ils ont besoin d'une ingénierie, en tout cas pratique, dans la vie de tous les jours pour pouvoir mettre en place ces systèmes de bons d'achat et de City Folies qui sont pas pour eux évidents. Voilà, très bien. Donc, vous m'avez répondu. Donc, c'est un chargé de mission, quelqu'un de technique. Très bien. Merci à vous. Monsieur Pichon, je vois que Madame Monique Chaillet lève la main, mais nous aurons un autre temps de questions et réponses un peu plus tard. Et comme on est un peu serré sur le timing, on va enchaîner tout de suite avec les retours d'expérience de Monsieur Gilles et Monsieur Vergrit. Donc on va donner la parole à Monsieur Roland Gilles, qui est vice-président au développement économique du Grand Albigeois. Bien, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Je salue tous les collègues élus également en charge de cette belle fonction économique dans les communautés d'agglomération. Et pour vous dire tout d'abord que notre communauté de l'Albigeois est très, très honorée d'avoir été invitée à prendre la parole ainsi sur cette question de la relance. J'en profite pour transmettre à tous les très cordiales salutations de notre présidente, maire d'Albi également, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, qui aurait bien voulu intervenir. Je travaille à côté d'elle, bien sûr, sur le domaine si large du développement économique.
Un mot sur la communauté d'agglomération de l'Albigeois pour rappeler qu'à 45 minutes de Toulouse, Albi et ses 16 communes constituent cette communauté d'agglomération qui compte 80 000 habitants. La ville d'Albi, elle, 52 000 habitants. Je suis très heureux de témoigner parce que cette question de la relance, bien sûr, nous absorbe depuis la fin du premier confinement. Je n'étais pas encore, à titre personnel, élu à ce moment-là, mais la communauté d'agglomération a voulu se saisir de fait immédiatement et obligatoirement de cette question de la relance économique par sa compétence. Tout d'abord, il était indispensable naturellement de s'investir, et puis par la proximité que nous avons tous dans les communautés d'agglomération avec nos entreprises. Et dès le confinement, la prise de connaissance des difficultés auxquelles elles étaient confrontées, bien sûr. Nous sommes la communauté d'agglomération, les élus se sont immédiatement posé 3 questions qui ont conduit à la réflexion globale et à l'adoption de différentes mesures. 3 questions. La première, comment, dans ce contexte annoncé d'appui financier massif de la part de l'État, avoir une action qui ait un impact significatif à notre échelle, avec la visibilité nécessaire et l'originalité de l'intervention. Deuxième question, comment doser notre niveau d'intervention à un moment, fin du premier confinement, au moment où on ne connaissait pas encore, et alors que des annonces de la part de l'État étaient faites, on ne connaissait pas encore l'impact financier de la crise sur nos finances de l'agglomération. Nous avions, il est vrai, une estimation assez fiable sur le volume, l'atterrissage de la contribution foncière des entreprises, mais cette évaluation était bien moins importante, cette vision, cette visibilité était moins forte sur d'autres taxes, versements de transport et surtout la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Et à l'époque, nous n'avions pas, il est vrai, de certitude sur le mécanisme de compensation au profit de notre communauté d'agglomération, des collectivités locales, de la baisse des impôts de production. Donc, une question, une atmosphère d'incertitude qui nous a fait privilégier des mesures d'intervention massives, c'est-à-dire nous orienter vers les aides directes aux entreprises, même si, il est vrai, il n'y a pas dans le temps d'impact durable tel que l'aurait été une baisse de taux d'imposition. Nous nous sommes dit comment aider tout de suite les entreprises confrontées à la difficulté. Et troisième question, quel mécanisme mobiliser pour aider ces entreprises? Et là, je partage tout à fait les interventions qui se font jour, exprimées depuis le début de notre rencontre sur l'ingénierie globale, la visibilité, le rôle de chacun. Un comité de relance a été installé tout de suite dès la fin du premier confinement, des décisions prises au mois de mai, mises en œuvre en juin, juillet, et pendant la période de l'été, un comité de relance composé d'élus, bien sûr, de l'agglomération, et puis d'intervenants du monde. Nous avons sollicité des intervenants du monde bancaire, du monde de l'entreprise, et nous nous sommes posé 4 questions tout de suite. Comment mieux appréhender la consommation locale, la production locale, comment mieux innover dans notre bassin, comment mieux investir demain au profit de nos entreprises sur ce bassin. Et à la fin du mois de septembre, le conseil d'agglomération a arrêté et diffusé un plan d'action locale qui a voulu s'inscrire et prendre en compte bien sûr les logiques régionales et nationales que nous connaissions, avec un enjeu pour nous, conforté depuis l'annonce du plan de relance avec ses déclinaisons et ses volumes financiers, conforter la présentation de projets éligibles avant plus que de trouver dans l'immédiat de nouvelles sources de financement. Quel projet bâtir, d'où la question de l'ingénierie, de la difficulté d'ingénierie de projet, bien sûr, du besoin d'ingénierie de projet. Nous nous sommes appuyés pour cela sur une enquête qui a été faite immédiatement dès la fin du premier semestre auprès de toutes les entreprises du bassin. Et 205 entreprises de notre bassin albigeois ont répondu à un questionnaire. Quelles sont vos difficultés? Comment vivez-vous cette période et quelles préconisations? Le point essentiel, le retour essentiel a été que 38% des entreprises qui ont répondu
commerces, artisans, petites entreprises, ont affirmé s'interroger au terme de cette première période de confinement et en observant l'avenir, s'interroger sur la manière de travailler dans leur entreprise, estimer nécessaire de remettre en cause qui une procédure d'organisation interne, qui un processus de fabrication, de manière à s'orienter vers des marchés nouveaux, vers de nouveaux modes de consommation. Certaines entreprises ont même dit, nous nous interrogeons sur la vocation même de notre entreprise. Sommes-nous dans le bon chemin? N'est-ce pas l'occasion d'orienter différemment l'action de notre entreprise? Et nous avons voulu accompagner ce mouvement en décidant de 2 actions. Tout d'abord, quelles mesures d'urgence prendre au profit de nos entreprises? Et deuxièmement, plus loin, à plus long terme, comment accompagner la reprise lorsqu'elle se produira. Des mesures donc à portée immédiate ont tout d'abord été décidées et centrées sur l'appui financier aux entreprises. D'abord, au titre de notre rôle de premier agent opérateur du territoire, nous avons voulu faire repartir ou favoriser la commande publique, accélérer les investissements, cela a été dit dans le compte rendu tout à l'heure, accélérer les investissements. Et deuxièmement, au titre de notre fonction, de notre rôle, de notre compétence de développement économique, nous avons participé à l'abondement d'un fonds mis en œuvre par la région Occitanie, appelé Occitanie Local, et en accompagnement de la région pour une somme de 240 000 €. Nous sommes intervenus pour aider les entreprises en difficulté liées immédiatement à la crise sanitaire. Nous sommes intervenus également au plan fiscal en exonérant des 2/3 de la contribution foncière des entreprises, celle qui était éligible, pour un coût avoisinant 200 000 €. Dans le même temps que la ville, pour nous, les villes, les communes, elles prenaient à leur compte des exonérations de loyers, des décisions ponctuelles, là aussi au profit du commerce en particulier, telles que le stationnement gratuit en ville pour favoriser l'attractivité des commerces locaux et ne pas les voir dépérir. Voilà pour quelques mesures de long terme. Je pourrais, s'il y a des questions, bien sûr, répondre. Plus à long terme, nous avons adopté un plan d'action avec plusieurs objectifs, 3 objectifs particuliers. Le premier, bien prendre en compte les difficultés des entreprises en les aidant à prévenir ces difficultés. Pour cela, il était nécessaire de bien voir quels étaient les besoins des entreprises, la recherche adéquate d'emploi, des projets de recrutement. Et pour cela, nous avons sollicité l'État parce que nos collectivités locales ne sont pas présentes, et nous le regrettons, dans un certain nombre de cercles étatiques qui visent à prévenir, à connaître ces difficultés d'entreprise. Je pense au CODEFI. Nous avons sollicité donc à plusieurs agglomérations du département une présence de manière à pouvoir analyser, bien partager l'information sur les entreprises en difficulté, de manière à pouvoir leur apporter un accompagnement ciblé. Deuxièmement, nous avons cette fois-ci décidé en propre d'un appui spécifique à nos entreprises, notamment celles qui ont un fort potentiel d'emploi, de manière à accompagner, y compris financièrement, une entreprise en difficulté, menacée dans sa pérennité. Nous avons déjà pris des mesures directes d'accompagnement financier de quelques entreprises. Troisième objectif, dans ce plan à plus long terme, conforter la relance au profit de la consommation locale. Tout ce qui a été dit tout à l'heure, voilà, nous avons tenté de le mettre en œuvre. Consommer local, plateforme en liaison. Mais de nombreuses initiatives sont prises à ce titre pour créer des plateformes de consommation locale par les communes, les départements, pour nous, la région Occitanie également. Nous avons là aidé les commerces à travers une action particulière. Le diagnostic web des entreprises sont-elles suffisamment équipées aujourd'hui d'un outil numérique et de processus, de procédures qui leur permettent de bien gérer leur entreprise et d'être visibles sur leur marché? Diagnostic web d'une part, financé par la communauté d'agglomération,
et également aide financière à la création par un opérateur dédié de sites web lorsqu'elle n'en était pas dotée. Nous avons également décidé d'augmenter notre enveloppe financière d'aide à l'immobilier d'entreprise, ce qui est le cœur de notre sujet, nous, les communautés d'agglomération. Nous avons mis en place également des procédures d'achat groupé, énergie, sécurité des bâtiments. Et nous avons, dernier point, nous nous sommes dit, il faut également, sur notre communauté d'agglomération, identifier pour demain, en cohérence avec les grands objectifs nationaux, régionaux, nationaux et européens, identifier des filières d'avenir capables ou susceptibles de booster, de tirer l'économie du territoire. À ce titre, nous avons en particulier identifié un domaine particulier. Nous avons la chance, à Malbijois, d'avoir des pépites en matière de technologie relative à l'hydrogène. Nous avons, Albi a la chance d'avoir l'un des 2 seuls constructeurs européens fabricants de bus hydrogène, l'entreprise Safra. Nous avons décidé donc nous avons un projet partagé maintenant avec la région et l'État, et même avec l'Union européenne. Nous avons exporté ce projet d'édification d'une filière support à toute la technologie liée à l'hydrogène. Pour terminer, nous avons décidé de réaliser une cartographie de tous les savoir-faire innovants sur notre territoire, de manière à les mettre à disposition des entreprises, des créateurs d'entreprises. Tout ceci a été fait en lien, bien sûr, avec l'État. Nous avons à ce titre une présence au comité de suivi départemental, bien sûr. L'État et la région, à travers notamment le contrat de plan État-région qui vit fortement, des initiatives ont été prises. Et nous venons d'adresser la communauté d'agglomération une trentaine de projets. Nous avons sorti des cartons ce qui existait, je vais y venir sur un des enjeux, de manière à les adresser déjà au titre du contrat de plan État-région et en lien avec le plan de relance, bien sûr. Quelles sont les limites de l'exercice? J'en décèle 3, une limite liée au temps, au périmètre et à la méthode. Le temps. Nous avons à faire face à une demande d'urgence de la part de l'État, de la région, qui nous dit nous voulons financer dès 2021 des projets, adressez-nous des projets. Et on se heurte là à la question de l'ingénierie de projet, bien évidemment. Et j'ai conscience du fait que toutes les communautés ne sont pas forcément armées pour pouvoir délivrer immédiatement. Nous avions déjà une demande pour ce mois de décembre d'envoi de dossiers mûrs, matures, prêts à être financés. Comment gérer cette quasi-contradiction entre l'inscription dans le temps long et une demande de dossier d'urgence tout à fait immédiate par nos interlocuteurs, régions et États. Question de périmètre également, nous, les communautés d'agglomération, nous sommes bien sûr de plein droit et en première ligne sur l'aide à l'immobilier des entreprises. Pour le reste, l'aide aux entreprises, l'aide directe aux entreprises, nous sommes liés, nous avons une compétence liée avec la région et se pose la question de la souplesse de nos décisions et de la rapidité de nos décisions, bien sûr, dans l'articulation même des responsabilités. Et enfin, la méthode, mais le dossier, la question a déjà été évoquée, celle du manque, du déficit ou de la nécessité d'avoir un soutien en termes d'ingénierie de projet, bien sûr, pour pouvoir répondre dans l'urgence à ces différentes demandes, à ces sollicitations et à cette manne financière que nous pouvons attendre. Un mot de conclusion pour dire que la manière dont nous appréhendons au quotidien cette démarche répond à une interrogation. Comment transformer cette crise qui touche toutes nos entreprises et avec des observations douloureuses ici ou là, comment transformer la crise en opportunité de rebond, bien évidemment. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Gilles, pour ce retour d'expérience du terrain très intéressant. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Patrice Vergrit, qui est président de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, sans transition, la parole est à vous, Monsieur le Président. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Pas de souci. Voilà, merci. Je vois que l'heure tourne, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel de manière à pouvoir tenir le chrono. D'abord, un mot sur évidemment la communauté urbaine de Dunkerque.
Je pense que vous savez la situer géographiquement au nord de la France. C'est une agglomération de 200 000 habitants qui a pour principale caractéristique d'être l'un des plus grands bassins industriels français, un grand bassin industriel et portuaire assez dynamique, qui était, en tout cas avant la crise sanitaire, dans une perspective de croissance. L'agglomération est plutôt bien structurée, avec une très bonne intégration entre les communes et l'agglomération. On travaille véritablement étroitement ensemble et on est plutôt doté d'une ingénierie de haut niveau et donc plutôt bien structurée à l'échelle de la communauté urbaine, ce qui fait que ces questions d'ingénierie, on les a nettement moins évidemment dans une communauté urbaine comme Dunkerque. D'ailleurs, j'y viendrai dans les leçons de la crise. Je vais essayer de suivre finalement les questions que vous m'avez posées pour cette séquence. D'abord, quel a été l'impact de la crise sanitaire depuis évidemment le début, depuis mars. On a fait une étude à l'échelle de l'ensemble du littoral de la Côte d'Opale, hein, donc de Boulogne à Dunkerque, et la Chambre de commerce et d'industrie a fait cette étude et on est sur un chiffre d'affaires en baisse de 38%. Donc, en comparant avec la même période au cours de l'année 2019, c'est-à-dire les 11 premiers mois de l'année. Quand on entend ce chiffre, on comprend à quel point l'impact de la crise économique et sociale est majeur sur nos territoires. La différence entre ce moins 38% et la baisse réelle du PIB étant l'endettement de la France. Et donc, on voit à quel point cette trajectoire économique ne peut pas être durable et doit s'arrêter très, très rapidement. On a aujourd'hui à l'arrêt à peu près 30% de nos entreprises, 30% de nos établissements. C'était 45% au mois de mars, c'est considérable. 2/3 aujourd'hui des responsables d'établissements remettent en cause les investissements qu'ils avaient prévus avant la crise sanitaire. Donc là aussi, on voit un fort impact pour l'avenir. Vous le constatez partout, effectivement, un changement de culture par rapport au télétravail. On est aussi un bassin industriel fortement concerné par l'intérim. Et l'intérim a probablement été le secteur le plus touché par la crise sanitaire sur le plan social. Et donc, on paye un lourd tribut de cette spécificité intérimaire. L'intérim qui a été assez largement négligé aujourd'hui dans les plans de soutien gouvernementaux. Pourtant, c'est un impact social qui n'est pas du tout négligeable. On avait, j'ai envie de dire, trois grands secteurs qu'on voulait suivre pendant cette crise sanitaire. Le premier, pour un grand bassin industriel, c'était l'industrie. On avait très, très peur de l'impact de la crise sanitaire sur l'industrie locale parce qu'on sait que si on perd une industrie à Dunkerque, on ne la retrouve pas en France. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régénération industrielle en France. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça aujourd'hui en France. Du coup, on savait que si on perdait des industries, des grosses industries, on ne les retrouverait pas sur le sol national. On a plutôt bien résisté, c'est-à-dire l'industrie locale a plutôt bien résisté. On n'a pas connu de plan de licenciement massif, ce qui nous sauve et nous donne des perspectives d'avenir plutôt intéressantes. Finalement, la crise s'est plutôt concentrée sur le BTP, mais qui, j'ai envie de dire, je ne vais pas être méchant pour la filière, ce n'est pas du tout ça, mais qui sait gérer les cycles, qui a l'habitude de gérer les cycles dans le BTP. D'ailleurs, la logique de l'intérim n'y est pas pour rien, et qui finalement était plus préoccupé par la commande publique sur le mandat à venir que par l'effet conjoncturel de la crise sanitaire. Et puis le commerce, évidemment, l'hôtellerie, le tourisme, qui payent évidemment très très cher et dont on peut se demander aujourd'hui de sa capacité demain à rembourser les aides qui ont été accordées et qui met un gigantesque point d'interrogation sur l'avenir. Vous me posiez la question du dialogue que nous avons mis sur le terrain entre acteurs publics et acteurs privés. Ben, nous avons déjà en fait 2 lieux de dialogue permanent ici sur l'agglomération. L'un autour des questions industrielles. Nous sommes lauréats de l'appel à projet territoire d'innovation qui a été fait en France, donc le territoire d'industrie plus, avec une vraie ambition de modernisation de notre appareil productif industriel ici sur le territoire. Donc nous avions déjà une très très forte culture du travail ensemble, université, pouvoir public, acteurs industriels et autour évidemment des transitions environnementales et énergétiques. Donc nous avions déjà beaucoup de projets dans les cartons avec territoire d'innovation. Ce dialogue nous a permis de constater quoi? Que les projets étaient prêts, que les industriels avaient envie d'y aller,
ont partagé la même vision, que la crise sanitaire leur avait fait perdre du cash et donc il fallait compenser le cash pour pouvoir débloquer les investissements tout simplement. Donc c'était vraiment un problème financier, les projets, l'ingénierie étaient là. L'autre lieu de dialogue permanent qu'on a, c'est celui avec les TPE, PME, les indépendants, les toutes petites entreprises. Ça s'appelle La Turbine, ici, sur le territoire dunkerquois. C'est une communauté entrepreneuriale qui travaille notamment autour de l'entrepreneuriat. Donc, nous avons été fortement à leur écoute et le plan d'aide que nous avons mis en place a été largement concentré sur eux. Alors, je viens au plan d'aide qu'on a mis en place. Au total, nous avons accordé 2,2 millions d'euros d'aide financière à l'économie à ce jour. On va probablement arriver au chiffre de 2,5 millions d'euros au mois de janvier, qui se répartissent de la façon suivante. 762 000 euros d'aide directe de type fonds de secours, fonds d'adaptation des commerces aux gestes barrières, etc., etc. Donc ça, c'est l'aide directe. Et 1,430 millions d'euros d'exonération, CET, CFE, taxes sur les ordures ménagères aussi en 2021 pour les commerces, etc. Le but du jeu étant de redonner du cash effectivement à ces commerces. Donc au total, on est à 2,2 millions d'euros d'aide, donc à 2 tiers exo, 1 tiers aide directe pour une agglomération de 200 000 habitants. L'accompagnement ne s'est pas limité à un accompagnement financier. Évidemment, cet accompagnement financier, il a surtout concerné les secteurs de commerce, tourisme, hôtellerie, et puis les indépendants, les PME, les TPE. C'est là-dessus qu'a été concentrée l'aide, bien entendu. On n'est pas du tout à la hauteur d'une aide pour des industries. Hein. La communauté urbaine n'est pas taillée pour accompagner ArcelorMittal en France, bien entendu. Donc, ça s'est concentré évidemment sur les plus petites entreprises, ce qui est logique. On a accompagné ces commerces de proximité, puisque c'était votre question suivante, par plein d'autres initiatives. Mon collègue d'Albi, Roland, a très bien expliqué les choses. Le but du jeu, c'était essayer d'encourager la consommation locale avec la réorientation des colis de Noël des communes, avec la promotion du commerce local, avec la création d'une application numérique qui s'appelle Decasso Shopping ici, qui vise à devenir une place de marché, mais qui est juste avant la place de marché aujourd'hui, un accompagnement technique, voilà. Et donc beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre pour essayer d'accompagner autrement que par l'aide financière, ces commerces de proximité, les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, ou parfois tout bêtement des secteurs touchés à cause d'annulation de manifestations. Vous connaissez à Dunkerque le carnaval, c'est bien connu. On a en fait tout un commerce autour de ça, autour du déguisement. Voilà. Comme on a annulé le carnaval, ben, on a tous ces commerces aujourd'hui qui se retrouvent complètement, j'ai envie de dire, à la renverse. Et donc aussi, on a eu des aides spécifiques pour ce qui concernait évidemment tout le secteur de l'accompagnement des animations locales, des fêtes, etc. Un mot enfin sur le plan de relance. Oui, évidemment, quand on regarde le contenu du plan de relance, nous, on est en train de construire notre programmation pluriannuelle d'investissement pour le mandat. Bien entendu, quand on regarde nos projets, notre enveloppe de projets, la quasi-totalité de ces projets répond finalement aux enjeux du plan de relance. On n'est pas à côté des enjeux de l'État aujourd'hui. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a identifié les projets qui pouvaient être prêts rapidement, qui pouvaient être lancés rapidement, ceux qui sont à 6 mois et qui pouvaient avoir un accompagnement financier. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la crise sanitaire, l'impact de la baisse de dotation de l'État, notamment dans les territoires industriels, fait que quand on fait notre prospective financière pour le mandat à venir, on perd entre 15 et 20% de notre capacité d'investissement sur le mandat. Donc, on peut bien apporter des aides à l'investissement, mais si derrière, on casse l'autofinancement des collectivités, si on casse l'épargne nette et l'épargne brute, ce qui est le cas aujourd'hui, ben on ne compense pas. C'est-à-dire que 1 million de fonctionnement en moins pour moi, c'est 6 millions d'investissements dans le mandat perdus. Et donc, on a beau me compenser 500 000 euros pour la première année, ben, au total, on aura une perte de 5,5 millions. Et le problème aujourd'hui des collectivités, c'est le fonctionnement.
Et c'est ça qui n'a pas été clairement identifié. Alors, on peut essayer d'accélérer des investissements. On va repérer. De toute façon, les investissements qu'on pourra faire dans les 6 mois sont des investissements qui sont déjà dans les cartons, bien entendu. En 6 mois, personne n'est capable de monter un projet, même quand on est doté d'une belle ingénierie. Ce n'est pas ça le problème. Mais aujourd'hui, le problème des collectivités et des intercos, c'est qu'elles vont perdre entre 15 et 20% de leur capacité d'investissement dans le mandat et que ce n'est pas une mesure d'accompagnement sur la première année qui fera que la commande publique va se relever. Aujourd'hui, sur ce territoire dunkerquois, j'annonce une baisse de la commande publique dans le mandat d'à peu près 20%. Voilà ce qui va se passer. Et donc, difficile de parler de relance quand on a impacter gravement les recettes de fonctionnement des collectivités. Et je pense que l'enjeu, il est là. Et je pense qu'on l'oublie trop souvent. C'est la capacité d'autofinancement, c'est l'épargne nette, l'épargne brute des collectivités qui donneront les capacités d'investissement de demain et dans la durée. Et je pense aujourd'hui qu'on s'est trompé d'objectif et qu'au lieu peut-être de donner des crédits en accompagnement d'investissement avec de l'instruction longue, lourde, difficile et pénible, on ferait mieux de s'intéresser aux recettes de fonctionnement des collectivités. De toute façon, on partage les mêmes enjeux et les mêmes besoins que l'État. Et si je pense qu'on ne veut pas voir chuter terriblement la commande publique, c'est surtout aux recettes de fonctionnement qu'il faut s'intéresser. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le Président, pour cette prise de parole. Donc, nous allons passer à un temps d'échange avec les participants qui sont venus en nombre ce matin. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser à monsieur Vergrit ou à monsieur Gilles ou éventuellement un autre intervenant. C'est le moment d'en profiter. Je sais qu'il y avait une question, orale tout à l'heure qu'on n'a pas pu prendre. C'est peut-être le moment de vous manifester. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton lever la main pour éventuellement poser une question à M. Vergrit et M. Gilles qui nous ont parlé de la mise en œuvre concrète de la relance et du soutien aux entreprises sur leur territoire. Pour l'instant, j'essaie de meubler, mais il n'y a pas de questions. Dernier rappel, si vous voulez prendre la parole, chers participants, vous pouvez lever la main. Donc, je propose Floriane, que nous posions peut-être, s'il n'y a pas de prise de parole, que nous posions différemment une question. Nous avons Monsieur Chacornac, Monsieur Gaston Chacornac, qui lève la main et qui nous sauve de ce moment. Alors, je vous donne la parole, Monsieur Gaston Chacornac. Il suffit d'ouvrir votre micro désormais. Nous ne vous entendons pas pour le moment. Il suffit normalement d'activer votre micro pour pouvoir prendre la parole. Normalement, il suffit de cliquer sur l'onglet de votre micro. Allô? Oui, on vous entend. On vous entend très bien. Oui, bonjour. Je suis donc vice-président d'une communauté de communes qui se trouve dans le département de la Haute-Loire. Vous avez tout à l'heure parlé de sous-préfet à la relance. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que ça va rentrer en action, comment ça va se passer, comment il faut faire pour s'adresser à lui. Est-ce que c'est lui qui va s'adresser à nous ou pas? Allô? Alors, normalement, dans votre département, je suis en train de vérifier en même temps. Vous êtes en Haute-Loire, c'est ça? En Haute-Loire, oui. Dans les départements qui vont avoir un sous-préfet à la relance, je n'ai pas l'impression… C'est le cas… Enfin, si, vous allez être… Voilà, c'est ça, exactement. C'est le cas de la Haute-Loire. Alors, normalement, la nomination dans votre département est prévue pour décembre ou janvier. On sait que ça va arriver normalement dans les toutes prochaines semaines. Alors, sur les sous-préfets à la relance, normalement, ce qui se passe avec ceux qui ont déjà été nommés, c'est qu'ils prennent contact avec les présidents d'intercommunalité. Ça a l'air de se mettre en place, bon an, mal an, de façon assez correcte. C'est peut-être un peu plus compliqué lorsqu'ils sont désignés à l'échelle régionale,
Mais pour les sous-préfets à la relance à l'échelle départementale, les retours qu'on en a sont plutôt bons. Ils permettent de faire la jointure entre les collectivités et les services de l'État, avec la DRAF, etc. Parce qu'en fait, dans les appels à projets, vous avez toute une série d'administrations, qu'elles soient centrales ou déconcentrées, à mobiliser. Et donc, ces sous-préfets sont censés vous permettre de faire le lien avec ces services et de vous alerter en fonction de votre projet de territoire sur telle ou telle aide. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chacornac, pour votre question. Donc, je relance un nouvel appel pour éventuellement une autre question. Sarah Aubertin, qui lève la main. Alors, madame, je vous donne la parole tout de suite. Il vous suffit d'activer votre micro. Oui, bonjour, Sarah Aubertin de la communauté d'agglomération Porte-de-France. Ah, on vous a perdu. Je retente. Alors, réactivez votre micro. Je crois que c'est moi qui vous ai désactivé sans le faire exprès, excusez-moi. Oui, bonjour, Sarah Aubertin de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville en Moselle. Donc, je ne sais pas si, apparemment, c'est un sous-préfet région Grand Est. Et oui. Est-ce qu'il y a déjà eu ou il y a des réunions de prévues entre le préfet et les présidents de PCI? Alors, Laurent, peut-être que vous pouvez… Vous n'avez pas activé votre micro, Laurent. Oui, par rapport aux informations que j'ai, effectivement, pour la région Grand Est, la préfète de région a annoncé vraisemblablement un préfet à l'échelle de la région et par contre un sous-préfet à l'échelle du département des Ardennes par rapport à une perspective spécifique. Mais nous n'avons aucune information pour l'instant sur une rencontre prévue, les sous-préfets ou préfets n'étant pas encore nommés. Est-ce qu'il faut prendre la tâche du préfet spontanément ou attendre justement qu'on soit sollicité? Bon, je pense que nous allons être sollicités, mais ça ne sera pas, à mon avis, avant début janvier. Mais comme il y a les CRTE qui se mettent en place et qu'il faut aller vite, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'on abordera le fait des… On ne sait plus par quel bout… Enfin, je veux dire, pas qu'on loupe des échéances et puis surtout qu'il faille sortir des choses très rapidement pour des échéances parce que mi-janvier, c'est la définition du territoire et puis fin juin, il faut avoir modélisé les CRTE. On parle de fiches action, fiches projet. Après, j'ai peur qu'au niveau des services internes, si on ne sait pas concrètement ce qu'il faut prévoir, ça coince, quoi. Mais une prise de contact directe avec votre sous-préfet ou votre préfet de département peut certainement être envisageable de la part de votre président. C'est ce que beaucoup font d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas parmi ceux qui sont là en ce moment, mais à l'échelle nationale, nous, les retours que l'on a, c'est que si les préfets ne sont pas actifs, entre guillemets, c'est plutôt les présidents d'interco qui vont prendre leur attache pour essayer de nouer le dialogue. Et notamment, ça s'est fait beaucoup au mois de septembre-octobre, notamment pour la DETR et la DSIL. Je peux illustrer votre propos. En tant que président d'intercommunalité, j'ai un contact direct avec le préfet, bien entendu, assez régulièrement. Et évidemment, tous les 3 jours à peu près, on s'appelle et donc on évoque l'ensemble des sujets, y compris le plan de relance. Donc effectivement, moi je conseille vraiment au président d'intercommunalité d'avoir ce lien direct avec le préfet, ce qui est logique. Ouais. Oui, vu le timing en plus qu'on demande de respecter, il n'y a pas franchement d'autre choix que d'avoir ce point direct. Et le sous-préfet à la relance, de toute façon, n'est pas là, en tout cas dans l'esprit dans lequel ils ont été nommés, il n'est pas là justement pour mettre fin à cette relation directe, c'est plutôt pour l'accélérer et la fluidifier. Et c'est peut-être pas tant avec le préfet de région de département, mais plutôt avec la DRAC, la DRAF, etc., la DT, voilà, que c'est censé accélérer les choses. Je pense que ce qui est important dans cette démarche, c'est que le président de l'intercommunalité puisse déjà dire au préfet les grands projets ou les grands axes de travail
pour que le préfet l'ait bien en tête. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que le plan de relance, il y a le Green Deal européen, il y a le contrat de plan État-région, il y a plein de dimensions. Et voilà, moi j'échange régulièrement avec le préfet justement pour l'évolution du bassin industriel. Et je sais que voilà, c'est là-dessus que je concentre mon discours. Donc je pense qu'il faut briefer le président de l'intercommunalité pour qu'il donne les grands axes au préfet pour qu'il ait bien en tête. C'est comme ça que ça se passe, hein, théoriquement. Oui, puis est-ce qu'il faut justement faire des fiches projets qu'il y aura dans les CRTE? C'est tout des… Quel niveau de détail il faudra apporter? C'est basé sur le projet de territoire, mais bon, c'est encore très flou, quoi. J'ai lu qu'il faudrait mettre des fiches actions, fiches projets. Après, est-ce qu'il y a une modélisation? Tout ça, c'est des questions auxquelles aujourd'hui, on ne sait pas répondre. J'ai le sentiment qu'on n'est pas encore là. En fait, j'ai le sentiment qu'on n'est pas encore là. On est encore au moment des prises de contact, où on n'a eu qu'une seule réunion sur le plan de relance. J'ai l'impression qu'effectivement, suivant les territoires, suivant les départements, ça se cherche encore un peu. Mais je pense qu'effectivement, c'est probablement en janvier que les choses vont peut-être s'accélérer un peu. Sur le CRTE, on va y revenir dans un instant. Yohan, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu Madame Monique Chaillet qui avait tenté de prendre la parole à la au premier temps de prise de parole, qui relève la main. Donc, je vais lui donner la parole cette fois-ci. Madame Chaillet, vous pouvez activer votre micro pour prendre la parole pour poser votre question. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. En fait, on s'interroge, nous, localement, sur est-ce qu'il faut conditionner les aides on a déjà eu une première et une deuxième session d'aide à la trésorerie. Donc, voilà, on a versé 300 000 € pour une petite collectivité de 25 000 habitants. Donc, c'était un effort important. Et la question, les élus souhaitent renouveler une troisième session, relancer des aides. Mais la question, c'est est-ce qu'on le fait à fond perdu ou est-ce qu'on le conditionne à des investissements, à une digitalisation, etc. Et les élus sont un petit peu sceptiques par rapport à ça, pensant que ça peut être contre-productif dans des périodes difficiles de demander à des entreprises d'investir, de s'engager. Voilà. Donc, je voulais voir quelles étaient les réactions dans les autres territoires par rapport à ça. Est-ce qu'on continue d'aider à fond perdu pour aider à la trésorerie ou est-ce qu'on est plus sur préparer l'avenir et comment? Alors, je veux bien dire un petit mot là-dessus. Justement, tout à l'heure, quand j'ai parlé du plan d'aide qu'on a mené ici à Dunkerque, je vous ai dit il y a 2 tiers effectivement d'exonération d'exonération fiscale ou de taxes sur les ordures ménagères ou autres, etc. Ça, évidemment, ce n'est pas conditionné. À partir du moment où vous faites de l'exonération, vous ciblez une catégorie, il n'y a aucune condition. Et puis, il y a 1 tiers où on a préféré jouer sur dossier. Et vous savez, dans les intercommunalités ou dans les communes, on connaît bien nos commerçants, nos hôteliers, on les connaît bien. Et donc, on sait très bien, en regardant, en faisant ce truc un peu fin, qu'on va aider ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, quelque part, on répond un peu à votre demande. On a fait 2 tiers exonération fiscale, j'ai envie de dire, sans condition, et 1 tiers où on examine des dossiers plus finement, où on a une relation un peu directe avec l'entreprise, mais sous la forme d'une aide directe. Elle n'est pas conditionnée, mais on a un regard sur le dossier et sur le chef d'entreprise qui est quand même un peu particulier. Il y a une relation de confiance et une logique un peu directe. Donc, ce n'est pas conditionné, mais bon, il y a une relation de confiance qui est connue. Et donc, les critères qui sont évoqués, ça serait quoi? Alors, il y a des critères de taille d'entreprise, de baisse de chiffre d'affaires, etc. Et après, on se laisse beaucoup de souplesse avec une commission. Vous savez, moi, je vous conseille véritablement ces systèmes de commission. Vous mettez des élus dans une commission et ça permet de donner beaucoup de souplesse. Évidemment, il faut quelques critères, mais après, il faut se donner de la souplesse. Parfois, avec les mêmes critères, il y a une entreprise qui a vraiment la capacité de s'en sortir parce qu'il y a du potentiel et une autre qui n'a pas cette potentialité. Donc, je pense qu'après, il faut du sur-mesure. Donc, toute la logique est là, c'est-à-dire 2 tiers des aides sans condition, sans rien, 1 tiers des aides où on met quelques conditions, mais où on se garde beaucoup de souplesse. Moi, je vous conseille beaucoup de souplesse. On est dans une crise sanitaire qu'on connaît mal. On connaît mal son impact sur le tissu économique. Et je préfère privilégier pour une petite partie de mes aides un système de commission avec des élus à qui, finalement, on donne un peu de subjectivité. Oui, il faut donner un peu de subjectivité de temps en temps pour être un peu souple dans une période un peu compliquée. Voilà. C'est un peu ça la philosophie du dispositif. Je partage tout à fait la position de Patrice Vernière. C'est exactement
la même vision que nous avons, avec le grand privilège d'avoir cette proximité, cette connaissance des entreprises qui est l'élément clé. Je suis totalement d'accord avec cette démarche que nous mettons en œuvre aussi en Albigeois. Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Merci aux participants pour vos questions. Donc, nous allons tout de suite passer au temps suivant de cette web rencontre. Et je vais donner la parole à Floriane Boulet et Romain Briot qui vont nous présenter la place des intercommunalités dans le plan de relance à venir, notamment avec les futurs CRTE. Je vous donne tout de suite la parole. Romain, je ne te vois pas. Ça y est, je te vois. Peut-être que tu peux nous parler en quelques mots du CRTE? Oui, très rapidement. Bonjour à toutes et tous. Romain Briot, je suis de l'équipe ADCF. Vous en avez déjà parlé ce matin, donc je vais aller très rapidement. D'abord sur l'esprit du contrat de relance et de transition écologique, un esprit qui, on peut se féliciter, qui ressemble beaucoup à l'idée, à la notion de contrat global ou de contrat intégré que l'ADCF portait depuis maintenant plus de 2 ans. On retrouve donc cette idée de simplification, cette idée de cohérence, de mettre en cohérence l'ensemble des dispositifs et des financements au profit d'un projet de territoire porté par une intercommunalité ou un groupement d'intercommunalités. On retrouve aussi, enfin on espère retrouver aussi l'idée d'un document évolutif. C'est aussi pour reprendre la question de Madame Sarah Aubertin sur l'idée que le contrat de relance et de transition écologique reste un document évolutif, vivant, adaptable tout au long du mandat et non pas figé avec un certain nombre de fiches actions écrites et figées dès l'été 2021. Donc on retrouve cet esprit dans le contrat de relance et de transition écologique tel qu'il a été présenté et proposé via la circulaire signée du Premier ministre. Donc là, vous avez là ici à l'écran une sorte de modélisation de ce que nous entendions de ce contrat de relance. On le voit bien avec la cohérence des différents financements. Vous l'avez dit, Roland Gilles, il y a évidemment des financements nationaux, des financements aussi, des financements européens, sans oublier évidemment les politiques contractuelles portées par les départements et les régions. Mais vous les avez cités, cette idée de contrat global permettrait aussi de mettre en cohérence les contrats d'ores et déjà portés et signés par les intercommunalités ou groupements d'intercommunalités. On vous en avait mis, on vous en propose un certain nombre qui concerne la cohésion territoriale, la transition écologique ou le développement économique. On voit bien que ce contrat de relance et de transition écologique va bien au-delà de l'urgence de court terme qui est d'engager les projets des intercommunalités dans le cadre de la relance. Un petit mot peut-être sur le calendrier de mise en œuvre et de mise en place de ces contrats de relance et de transition écologique. Très simple, 2 étapes, vous les avez déjà citées. Première étape, la définition du périmètre de contractualisation. C'est maintenant, et effectivement, Floriane, tu l'as déjà fait remarquer, dans certains départements, le dialogue est déjà engagé entre services de l'État et intercommunalités pour définir le périmètre le plus pertinent, le plus efficace, le plus utile, sachant évidemment que le périmètre minimal est bien celui de l'intercommunalité, mais libre aux élus locaux de décider de se réunir, en tout cas de contractualiser à l'échelle d'un groupement d'intercommunalités. Cela dépend évidemment de la manière dont travaille le territoire. En parallèle de ce travail-là, donc qui est à très court terme, puisqu'il est demandé au préfet de faire remonter les périmètres d'ici mi-janvier 2021, sachez que bien évidemment, vous pouvez d'ores et déjà contractualiser via des conventions ad hoc avec les services de l'État pour les projets que vous avez d'ores et déjà identifiés et qui sont éligibles au plan de relance. Donc ça, vraiment les 2 travaux, les 2 démarches sont parallèles et à partir de ce périmètre défini, vous aurez jusqu'à l'été 2021 pour à la fois réactualiser ou reformuler votre projet de territoire et le mettre en dialogue avec l'État pour que l'État ajuste la manière dont il pourrait vous accompagner sur l'ensemble du mandat. D'où l'idée, évidemment, d'un document, d'un contrat qui soit évolutif tout au long du mandat. Pour les intercommunalités qui ont un besoin d'ingénierie, vous l'avez déjà cité ce matin, notamment d'ingénierie de projet, sachez que normalement, les services de l'État déconcentrés ou les services de l'Agence nationale de la cohésion des territoires devraient être en appui d'ingénierie
pour vous aider soit à formaliser un projet de territoire, soit alors à vous accompagner sur l'élaboration du contrat de relance. L'ANCT intervient de manière différente, soit via des programmes que vous connaissez déjà, évidemment, Action Cœur de Ville, Territoire d'industrie, Petite Ville de demain, des programmes qui, en général, proposent un appui en ingénierie, soit des financements pour embaucher un chef de projet, soit alors la mise à disposition d'expertise plus ponctuelle. C'est l'objet de ces programmes. La question qui reste, c'est évidemment de savoir bien identifier la manière de demander et de mobiliser une ingénierie de la part de l'ANCT, ce qui nous amène, nous, à vous conseiller, quels que soient les programmes dans lesquels vous êtes impliqué. Votre interlocuteur premier pour cette question de l'ingénierie est aussi le préfet de département, ou en tout cas ses services. Voilà en quelques mots, peut-être, voilà plutôt les sujets pour lesquels nous sommes vigilants. C'est évidemment, et ça on le voit dès maintenant, c'est évidemment la qualité du dialogue entre services de l'État et intercommunalité. D'abord pour cette période qui arrive, qui est la définition du périmètre, mais aussi pour les 6 mois à venir, pour l'élaboration du contrat. On voit bien que c'est cette qualité de dialogue qui fera que le contrat soit le plus pertinent et le plus adapté au projet que vous souhaitez porter. Vous l'avez dit, monsieur Gilles, vous l'avez dit dans votre propos, il y a un conflit temporel entre l'urgence du très court terme, qui est d'identifier des projets éligibles au plan de relance, et à la fois une réflexion à plus long terme, une réflexion qui est nécessaire pour vous et pour vos projets de territoire, mais qui est aussi nécessaire dans le dialogue avec l'État, notamment sur les questions de transition écologique. Autre point de vigilance, évidemment, c'est la capacité de l'État à venir en appui en ingénierie, mais aussi le formalisme attendu quand le Premier ministre appelle à ce que les intercommunalités se dotent de projets de territoire. Nous serons très vigilants, justement, à ce que ce projet de territoire ne soit pas, en tout cas que le niveau de formalisme de ce projet de territoire ne soit pas trop élevé, ou en tout cas en incohérence avec ce que les intercommunalités ont d'ores et déjà élaboré ou sont en cours de le faire. Et évidemment, nous serons aussi très attentifs au fait que le contrat de relance et de transition écologique ouvre évidemment à des financements dès 2021, à des cofinancements dès 2021, mais soit ouvert sur l'ensemble du mandat et sur l'ensemble des programmations, qu'elles soient européennes, nationales ou régionales. Et cela nécessite que le contrat ne soit pas fermé, figé dès 2021, mais bien évolutif tout au long du mandat. Voilà en quelques mots, Floriane, ce qu'on pouvait dire sur ces contrats de relance et de transition écologique. Merci beaucoup, Romain. Floriane, peut-être que tu veux ajouter quelque chose? Non. Peut-être qu'on peut laisser la parole à la salle et prendre quelques questions sur ces documents. Tout à fait. Une question d'Alix Druja. Je vous donne la parole tout de suite. Il vous suffit d'activer votre micro. Bonjour à tous, Alix Druja, directrice de la stratégie pour Cosen Aglo en Normandie. Donc, j'entends bien la réflexion sur les CRTE. On est nous-mêmes en train de réfléchir au sein de l'aglo pour élaborer en fait tout ça en cohérence. L'idée étant d'avoir en fait, on va élaborer un PRTE qui va être notre projet de territoire et qui sera la brique stratégique de l'ensemble. Et puis, l'idée, c'est de lui donner 2 bras armés, un bras partenarial à travers le CRTE et un bras opérationnel à travers l'élaboration de ce qu'on va appeler un ARTE, c'est-à-dire un plan d'action de relance et de transition écologique, et ce, de façon à accroître la lisibilité aussi pour nos élus et pour notre population de l'ensemble du processus. Parce que c'est vrai qu'entre CRTE, contrat de territoire, par ailleurs, on est territoire d'industrie, on a postulé à Petite Ville de demain, on a une ORT, voilà, tout ça fait que les dispositifs se cumulent et ça nuit à une certaine lisibilité pour nos élus. Néanmoins, moi, la question qui m'interroge aujourd'hui sur les CRTE, mais je sais qu'on va en reparler prochainement avec M. Briot, c'est dans quelle mesure les contrats de territoire que nous avons signés avec la région et le département
seront nécessairement inclus. Moi, j'ai peur qu'on ait un petit peu une prise de bec, pour ne pas dire politique, mais du moins en termes d'affichage. Est-ce que les régions et les départements vont bien s'inclure dans le CRTE? Est-ce qu'on pourra reporter nos fiches contrats de territoire? Est-ce qu'il y aura une obligation pour les régions de s'inscrire dans ces CRTE avec les contrats de territoire? Est-ce que ça va être à la bonne volonté des régions? Parce que si on garde deux systèmes parallèles, c'est beaucoup plus lourd en termes d'ingénierie de projet, en termes de suivi administratif, et ça nuit une fois encore à la lisibilité politique et citoyenne de l'ensemble de ces dispositifs. Est-ce que vous avez des renseignements sur cette question? Merci Madame Druja, peut-être Romain? Oui, bonjour Alix, c'est toute l'inconnu effectivement de la période qui s'ouvre, c'est à savoir de quelle manière est-ce que les départements, mais surtout les régions, au regard des compétences et des contrats d'ores et déjà portés par les régions, comment départements et régions vont réagir à cette proposition, puisque vous l'avez lu, dans la circulaire, il est demandé au préfet, dans la mesure du possible, de rendre cohérent le contrat de relance et de transition écologique et les politiques contractuelles portées par les départements et les régions. Mais peut-être que Laurent aussi peut répondre, puisque vendredi matin, nous organisions le webinaire des intercommunalités de Grand Est avec la présence de Jean Rotner, le président de région. À l'occasion de ce webinaire, Jean Rotner nous a annoncé qu'il allait fondre sa politique contractuelle régionale avec les contrats de relance et de transition écologique portés par l'État. Donc là, nous avons l'exemple très concret d'une région, la région Grand Est, qui souhaite faire converger ces deux initiatives. Laurent, est-ce que sur ce sujet, est-ce que... Je confirme ce que tu viens de dire. Effectivement, Jean Rotner nous a fait valoir qu'il souhaitait d'ailleurs interpeller Madame la ministre Jacqueline Gouraud pour finalement que la région Grand Est puisse être région expérimentale, contractualisation commune État-région. Donc, tout souscrire. Les départements, en tant que vice-président du département de Meurthe-et-Moselle, il y a déjà un travail, plus particulièrement avec l'État, sur un certain nombre de modalités de contractualisation et de subvention. Donc, je pense que, y compris un certain nombre de départements seront aussi attentifs. Laurent, je me permets, on ne t'entend pas très bien. Il doit y avoir un problème de micro quelque part. Là, c'est mieux? Ah, très bien. Oui, je disais que, donc, je vais reprendre, Jean Rotner nous a annoncé qu'il avait sollicité Madame la ministre Jacqueline Gouraud pour que la région soit une région expérimentale de cette contractualisation commune État-région. Je pense qu'on citait les départements, ils seront attentifs à cette réflexion également sur le département de Meurthe-et-Moselle, où je suis également vice-président. Nous avons déjà un partenariat très proche sur un certain nombre de subventions et de contractualisation avec les services de l'État. Donc, il y a une volonté de pouvoir collectivement accompagner les territoires en ayant une simplification et une meilleure lisibilité des procédés et des processus de façon à ce que cet accompagnement soit plus cohérent en tout cas et peut-être moins morcelé qu'il ne l'est sous ses formes actuelles. Et dernière inconnue, pour compléter, c'est la coïncidence des calendriers, notamment des calendriers de programmation. Vous le savez, les contrats de plan État-région sont toujours en cours de définition, en tout cas pour la période 2021-2027, tout comme les programmes européens qui sont aussi nombreux en cette période, qui se chevauchent et qui ont des dates limites de consommation très proches. Je parle de la programmation 2014-2020, de la programmation 2021-2027, mais aussi des programmes européens REACT-EU, et du programme européen qui concerne la moitié des régions françaises de transition, de fonds pour une transition juste. Tout ça pour vous dire l'importance, et là j'en reviens aussi à l'expression de M. Gilles sur le contre-la-montre. Effectivement, il y a une vraie nécessité à engager des projets avant 2023-2024, en tout cas pour tous les projets qui seront cofinancés par les fonds européens. Et ça, j'imagine que c'est une pression forte qui pèsent sur les épaules des régions qui en sont autorités de gestion. Elles auront collectivement près de 50 milliards d'euros
à engager d'ici 2023. Quand on parle de tout fonds européen confondu, c'est une somme considérable et on sait qu'en cascade, cela revient aussi aux intercommunalités de proposer des projets prêts à être engagés sur cette période de temps. Mais ça rajoute effectivement de la complexité, d'où l'intérêt d'un contrat de relance et de transition écologique qu'on veut le réceptacle de toutes ces sources de financement disponibles aujourd'hui. Merci beaucoup, Romain. On va peut-être prendre une dernière question avant de passer à la conclusion de cette web rencontre. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à cliquer sur le bouton « Lever la main » si vous voulez en profiter pour poser une question ou une intervention, un avis, un retour d'expérience. Madame Aubertin, je vais vous redonner la parole puisque vous la demandez. Sarah Aubertin, vous pouvez parler. Donc, moi, on me demande au niveau direction générale quelle articulation avec les plans climat-énergie, les contrats de transition écologique locaux, quoi. Est-ce que ça s'imbrique dedans ou c'est en parallèle? Une question sur les plans climat-énergie, l'articulation avec les futurs CRTE. Romain. Oui, l'idée c'est bien ça. L'idée est bien d'arriver à terme. Merci Florian. L'idée est bien d'arriver à terme à ce que ces dispositifs contractuels existants deviennent des briques du contrat de relance et de transition écologique ou des volets. Si vous êtes signataire d'un contrat de transition écologique, alors ce contrat sera le volet de transition écologique de votre CRTE. Si vous êtes signataire d'un contrat de ruralité, c'est le volet ruralité de votre CRTE. Bien sûr, chaque contrat a sa propre comitologie, son propre écosystème d'acteurs qu'il faut réunir. L'idée, c'est quand même d'en finir avec cette succession de COPIL, de COTEC, qui mobilise beaucoup à la fois les élus, les cadres des intercommunalités, mais aussi les services de l'État. Et l'idée aussi de ce CRTE, c'est d'en finir aussi avec des appels à projets, avec les AMI, lancés successivement et en silo par l'ensemble des ministères. Ça, en revanche, on sent bien que ça va mettre un peu plus de temps et qu'on a les prochaines années pour essayer de faire converger l'ensemble de ces contrats que vous avez ici à l'écran vers le CRTE qui permettra quand même d'avoir un suivi à haut niveau et d'avoir une vision globale de l'ensemble des dispositifs qui font l'objet d'un partenariat fort entre État et collectivités locales. C'est vraiment l'objectif numéro 1 de ces CRTE, c'est bien ça. Derrière, c'est vraiment un vrai outil de simplification politique vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des acteurs du territoire, mais aussi un outil de simplification pour les cadres et les élus de nos intercommunalités. Merci Romain. Du coup, il est 11 h, donc on dépasse un petit peu, mais on est à peu près dans les temps. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Nicolas Portier, le délégué général de la DCF, pour conclure cette web rencontre. Nicolas, la parole est à vous. Merci Johan. Bonjour à tous les participants. Très rapidement, donc j'ai écouté tous les échanges et les témoignages très riches. Pour vous dire que ce qui a été vu ce matin, c'est à la fois des mesures de soutien aux acteurs économiques. De nombreuses mesures ont été mises en place, ce qui a permis pour le moment de faire à peu près tenir debout l'économie française et les entreprises. C'est un peu le paradoxe de cette période, c'est que nous nous apercevons que même s'il y a bien sûr des acteurs en très grande difficulté, ça a été dit notamment des salariés ou plutôt des intérimaires, d'un certain nombre de professions, on voit bien qui ont connu des difficultés, des auto-entrepreneurs, mais du côté des entreprises, nous avons quand même des taux de défaillance, et c'est vraiment très étonnant, mais ça s'explique par les mesures de soutien, des taux de défaillance inférieurs à 2019 et 2018. Nous sommes dans une phase un peu de congélation de l'économie française, mais ça ne pourra pas durer, bien sûr, au-delà de l'année 2020. Nous devons préparer justement le passage des mesures de soutien extrêmement puissantes à des mesures de relance économique. Et nous allons regarder de très près les niveaux d'endettement. Ça a été évoqué par Patrice Vergrit. Nous regardons avec la Banque de France la montée du taux d'endettement des entreprises qui va leur poser des problèmes pour réinvestir. Et c'est vrai que tous les efforts faits depuis ces derniers mois, notamment par les intercommunalités pour soulager un peu les coûts fixes, notamment les mesures que nous considérons très efficaces d'aide au loyer
sont des mesures utiles parce qu'elles allègent, bien sûr, elles soulagent les trésoreries et elles allègent bien sûr des coûts extrêmement élevés pour les entreprises. Donc nous sommes en train de préparer une phase qui maintenant doit nous amener au rebond et à la relance, et notamment parce que parfois dans les débats publics, il y a une confusion entre les soutiens et la relance. Le plan de relance devrait être centré essentiellement sur l'investissement public et privé, et ne pas mélanger les aides sur les impôts de production ou un certain nombre de mesures de soutien. Donc il faut bien distinguer les choses. Alors, nous avons un sujet, en effet, de rebond de l'investissement. Nous l'avons montré dans notre baromètre de la commande publique avec la Banque des Territoires, qui a pour le mérite de saisir toutes les attributions de marché public en France de l'ensemble des opérateurs, collectivités, les sociétés d'économie mixte, les hôpitaux, l'État, les opérateurs. Nous avons quand même, Patrice l'a évoqué tout à l'heure, comptabilisé sur les 3 premiers trimestres de 2020, 22% de chute de la commande publique. Une chute très concentrée pour d'évidentes raisons sur le bloc communal qui était en phase d'élection, élection retardée, incertitude pour l'avenir. C'est pour ça aussi que nous demandons un peu de la prévisibilité budgétaire et des compensations, en tout cas des règles du jeu, des garanties de non-baisse des recettes locales en 2021, parce que beaucoup d'exécutifs locaux sont encore dans le brouillard, et c'est pour ça que nous faisons pression au gouvernement, aux parlementaires, pour donner un petit peu des garanties de ressources. Pas forcément tout compenser, mais en tout cas d'éviter des chutes trop importantes de recettes, de manière à pouvoir bâtir des plans d'investissement pluriannuels. Nous avons en effet constaté 37% de la chute de la commande publique des communes, 27% des intercommunalités. Donc un enjeu, c'est de repartir de l'avant, en pensant bien sûr aux bâtiments, aux travaux publics. Nous avions un rendez-vous entre notre président et le président de la Fédération des travaux publics hier pour en effet les carnets de commandes commencent. Donc on a fait le rattrapage sur les chantiers, mais maintenant c'est les carnets de commandes à venir. Mais là on a des problèmes de visibilité, ce qui fait que nous traversons des problèmes d'accordéon sur le bâtiment, qui dans l'ensemble est plutôt rassuré parce que vont arriver tous les chantiers de rénovation énergétique sur les bâtiments, sur les logements. Sur les travaux publics, c'est un peu plus compliqué. Donc, il est important, en effet, vous savez comment l'investissement public, les travaux publics dépendent du bloc commun. Donc, c'est un enjeu de relancer cette commande publique, ce qui passe en effet par une capacité d'autofinancement, donc par une protection des ressources, et nous y travaillons, des collectivités. Et ensuite, c'est de bâtir, ça a été dit par un certain nombre d'intervenants, des programmes d'investissement pluriannuels. Alors, il y a ce qu'on va pouvoir faire vite. Et là, nous avons tendance à penser que beaucoup de choses peuvent être faites vite, c'est des petits travaux, et notamment sur tout ce qui est l'entretien. Beaucoup de plans de relance locaux, d'ailleurs, à travers parfois des soutiens aux communes, essayent d'aider, en effet, à maintenir les carnets de commandes sur des chantiers relativement courts à engager, sur de l'entretien. Et on sait que nos réseaux, nos voiries, nos ouvrages d'art ont besoin d'entretien. Nous avons eu une baisse de la commande publique sur le dernier mandat assez préoccupante, une baisse de l'investissement qui, sur certains sujets, nous a mis en retard d'investissement, de maintenance, d'entretien d'un certain nombre d'ouvrages. Et donc, il y a peut-être une possibilité de ne pas attendre les futurs contrats à l'été 2021 pour commencer à engager des travaux. Beaucoup de territoires déjà font repartir un certain nombre de marchés. Et puis ensuite, vous l'avez évoqué, il y a les contrats. Ces contrats territoriaux, c'est une ambition portée depuis de nombreuses années par la DCF, qui s'est accentuée depuis 3 ans. C'était pour nous la traduction du fameux pacte girondin. Et c'est évidemment une ambition qui n'est pas de rajouter un contrat à tous les contrats, ou un projet à de multiples projets. C'est de partir des projets de territoire transversaux dont se sont déjà dotés les intercommunalités. L'enquête auprès des présidents d'intercommunalité qu'a fait la DCF à la veille de son assemblée générale montrait que la plupart des intercommunalités, à 80%, avaient soit adopté leur projet de territoire de début de mandat, soit étaient en cours d'adoption ou de réactualisation à l'aune de la crise. C'est le projet de territoire qui, de notre point de vue, doit faire foi. Et ce sont les financements qui doivent venir au projet de territoire et pas le projet de territoire qui doit se caler sur les multiples appels à projets ou amis des différents opérateurs de l'État. Cette partie du contrat global, c'est une ambition. La satisfaction de la DCF exprimée officiellement lors de la parution de la circulaire du Premier ministre du 20 novembre, qui visiblement porte cette idée, à l'instar, semble-t-il, aussi du chef de l'État lui-même, c'est de revoir un peu la grammaire de la mise en œuvre des politiques publiques et de leur territorialisation. Mais en revanche, c'est une sorte de rééducation de tout l'appareil de financement des politiques publiques.
Et on n'a pas encore gagné cette bataille, c'est évident, puisque dans le même temps que nous vous parlons, malgré les circulaires du Premier ministre, malgré les invitations successives à haut niveau pour essayer de modérer les appels à projets nationaux, verticaux, etc., ils s'en multiplient un peu partout aujourd'hui. Donc nous essayons de décrypter dans les meilleurs délais les modes d'emploi de ces appels à projets, de ces appels à manifestation d'intérêt, faire en sorte qu'il y ait quand même une déconcentration des crédits, un suivi de leur territorialisation, c'est-à-dire de leur répartition dans les territoires, pour éviter en effet que ce soit bien sûr les plus agiles, les mieux organisés, qui captent l'essentiel des crédits. Donc il y a aussi derrière notre préoccupation un souci de reporting, comme on dit, en tout cas d'observation de la répartition des crédits des différents financeurs, que ce sont bien sûr les ministères, mais ce sont de plus en plus aussi des agences, ça va être l'ADEME, les agences de l'eau, ça sera aussi nos partenaires de la Banque des Territoires, la BPI sur certains sujets, on va avoir Action Logement, un certain nombre d'opérateurs qui maintenant participent de plus en plus au financement des politiques publiques. Ça peut être l'ARS ou les CAF. Donc l'idée, c'est d'avoir des rendez-vous contractuels pour réenglober, et c'est assez ambitieux, mais en tout cas, il nous a semblé que le moment était venu de réenglober tous ces programmes, toutes ces sollicitations des territoires qui à chaque fois nécessitent des ingénieries de montage de dossiers, de les réenglober progressivement dans ce contrat cadre permanent, pluriannuel, sur la durée du mandat avec les collectivités. Pour le moment, en effet, nous avons un peu le feu vert via la circulaire du Premier ministre pour réussir cette nouvelle ambition, mais on sait très bien que le chemin va être long. Alors pour conclure, il y a 2 rendez-vous importants. C'est le rendez-vous de janvier qui est déterminant pour en effet les périmètres futurs de contractualisation. Parce que les élus, on va avoir besoin de savoir en effet sur quelle base territoriale, est-ce que c'est leur intercommunalité, est-ce que c'est plusieurs intercommunalités réunies dans un PETR ou dans un périmètre par exemple de schéma de cohérence territoriale, qu'ils devront porter leur projet, s'entendre sur, je dirais déjà, un certain nombre d'orientations, d'identification de besoins en ingénierie. Ça, c'est janvier, ça va aller assez vite. Donc, il est très important, et nous avons plutôt des réponses positives des ministres, que ce soit quand même les élus eux-mêmes qui décident de leur périmètre de contractualisation privilégié. Mais encore une fois, il faudra y veiller, puisque les remontées que nous avons d'un certain nombre de webinaires régionaux que nous faisons ou de petites réunions avec nos administrateurs régionaux montrent déjà une grande disparité, avec des velléités de certains préfets de département de faire une sorte de contrat de transition à l'échelle du département. Ce qui doit faire foi, c'est les préférences des élus, et notamment l'échelle du projet de territoire. Ça, je crois que nous y tenons, ça fait partie des recommandations que notre président a remis à la ministre Jacqueline Gourault il y a quelques semaines. Il est très important que les périmètres de contractualisation soient d'une part portés par les élus, mais aussi cohérents, et ça a été évoqué dans les dernières questions, avec ce qui existe déjà. Or, ce qui existe déjà, c'est déjà très important, et notamment les contractualisations avec les régions. Nous avions fait une étude l'an dernier sur toutes les contractualisations régionales, les départements, quand ils se sont engagés dans des politiques de contractualisation territoriale. Et il faut éviter, bien sûr, qu'il y ait enchevêtrement de périmètres de contractualisation qui ne soient pas cohérents, qui ne soient pas pensés de manière un peu consensuelle entre l'État et ses opérateurs d'un côté, et puis les niveaux régionaux et départementaux de l'autre. Donc ce rendez-vous de janvier pour arriver à se mettre d'accord sur les périmètres, nous avons plutôt confiance, mais il faudra avoir les remontées de terrain dans les meilleurs délais, puisque nous avons une sorte de suivi régulier avec les ministères en charge du pilotage de ces contrats, des rendez-vous réguliers, quasiment hebdomadaires, pour faire remonter en urgence les problèmes rencontrés ici ou là. Notre bureau rencontrera, notre président délégué et notre première vice-présidente rencontreront le Premier ministre très bientôt. On pourra déjà faire un peu un état des lieux. Alors tout se joue pour la définition des périmètres d'ici janvier, peut-être début février, mais il sera déjà important qu'on soit bien d'accord sur la géographie de la contractualisation. Et puis ensuite, il y aura un semestre. Certains disent que c'est trop court, d'autres disent que c'est trop long, mais un semestre pour arriver à s'engager dans les contrats. Comme l'a dit Romain, et ça c'est fondamental, de rassurer les uns et les autres, les équipes techniques, les élus, tout ne sera pas écrit dans tout le dernier détail au mois de juin pour les futurs contrats. On s'inscrit dans des contrats d'un mandat, et pas uniquement d'ailleurs dans la période du temps de relance 2021-2022, pour construire un certain nombre de volets de ces contrats. Certains territoires sont déjà très en pointe sur la transition énergétique et écologique, d'autres sont plus engagés sur le soutien à leurs industriels.
il faut écrire ces pages du contrat, ces différents volets, en partant de l'acquis, du contrat de cohésion urbaine, du contrat de ville, tenir compte du contrat de ruralité, de ce qu'on a pu faire avec le ministère de la Santé et les ARS, entre un contrat local de santé, pour reconstruire un petit peu dans les contrats dits intégrateurs, eh bien, des volets thématiques qui puissent partir de l'existant, tenir compte de l'existant, mais les remettre en perspective et sortir des silos qui ont été évoqués. Donc c'est une ambition d'arriver à travailler sur ce semestre assez crucial, d'abord d'engager des premières actions avec des contrats d'intention, mettre à disposition de l'ingénierie avec la mobilisation notamment assez forte de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts, puisqu'on en discutait avec nos interlocuteurs et Éric Lombard viendra devant notre conseil d'orientation la semaine prochaine pour en parler. Nous avons des soutiens importants de ce côté-là. La nouvelle Agence nationale de la cohésion des territoires qui est en train de viser justement un accompagnement ciblé sur les territoires les plus démunis en ingénierie. Donc on peut considérer qu'il y a bien sûr des challenges et des interrogations, mais il y a aussi quand même une sorte d'alignement des planètes. D'une part, avec ces nouveaux contrats, le fait qu'ils interviennent en début de mandat au moment où les élus élaborent leurs projets et leurs plans pluriannuels d'investissement, et l'arrivée au-delà des contrats du plan de relance, de la période des contrats État-région qui viendront abonder sur certains points les contrats locaux et des nouvelles programmations européennes. Il y aura certainement des moyens financiers importants. Le but maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à ce que leur atterrissage dans les territoires se fasse en bon ordre, en évitant une confusion avec plutôt un trop-plein d'annonces, de dispositifs, d'échéances à respecter, de dossiers à monter vis-à-vis des différents financeurs. C'est pour ça que nous demandons cette déconcentration, qu'au niveau régional de l'État s'organise un petit peu la mise en cohérence de l'ensemble des financements des ministères et des opérateurs, mais nous pensons en effet que nous allons pouvoir avoir une année 2021 assez porteuse en termes de financement de projets de territoire et de dynamique locale. Voilà ce que, en conclusion, je voulais vous dire. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous nos intervenants, tous nos élus, M. Gilles, M. Perguit, M. Troglic. Merci à Romain Elias du Courrier des Maires, à Floriane et Romain. Je vous rappelle que l'enquête sur la territorialisation de la relance est encore disponible sur notre site et vous pouvez toujours y répondre. Vous pourrez retrouver le replay de cette web rencontre ainsi que les supports diffusés sur notre site internet. Et je ne doute pas qu'on se retrouvera bientôt sur ce sujet qui sera un peu au cœur de l'actualité politique et de l'actualité des intercommunalités. Merci à tous d'avoir participé et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.